Réparer Mayotte, sur les chantiers de la reconstruction. Le 14 décembre 2024, l'ouragan Chido dévaste l'île de Mayotte, causant d'importants dégâts humains et matériels. Au lendemain de l'événement, la France est sous le choc et les images circulent sur tous les médias. Bidonvilles soufflés, toitures arrachées, familles hébergées dans des écoles, forêts entières au sol. Il faut désormais réparer l'île, corriger les problèmes structurels générés par une croissance trop rapide et par la même occasion la rendre plus résiliente. 2 mois après la catastrophe, je me rends sur place pour donner la parole à celles et ceux qui y font la ville au quotidien et tirer des enseignements des crises que connaît l'île. Au cours de cette série de podcasts, je rencontre différents acteurs mahorais ou hexagonaux pour nous aider à identifier les enjeux et leviers d'action d'une vraie reconstruction. Je suis Sylvain Guérizeau, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Nicolas Peyrebonne, bonjour. Bonjour. Nicolas, tu es architecte fondateur de Co-Architecte, basé à la fois à La Réunion et à Mayotte. Et c'est pour ça que ton regard est d'autant plus important pour nous sur cette série de podcasts dédiés à la reconstruction, les reconstructions, en tout cas la réparation de l'île. Peut-être qu'on peut commencer par ça, que tu nous racontes un peu tes liens, ces deux pieds sur ces deux îles qui sont pas si proches que ça. Ils sont pas si proches effectivement, et moi j'ai commencé l'activité de co-architecte en 2006 ici à La Réunion, et petit à petit l'agence s'est développée, et en 2013 on a eu l'occasion de travailler sur un projet à Mayotte, l'extension d'un collège de Loujani. Et depuis, on a développé un peu l'école, l'agence dans les deux îles. Effectivement, elles sont à 2 heures d'avion, mais Mayotte est de l'autre côté de Madagascar. Et vu de l'Hexagone, c'est très près, mais d'ici, ce sont deux cultures complètement différentes, deux histoires qui n'ont rien à voir, à la fois du fait qu'il y avait déjà une culture à Mayotte, et à La Réunion, en revanche, tout le monde est arrivé par bateau en particulier, et puis donc c'est deux histoires qui sont complètement parallèles, mais différentes. De niveau de développement aussi, de taux d'équipement, etc., etc. C'est-à-dire qu'avant de subir ce cyclone, on a aussi un écart important en termes de développement des infrastructures, de niveau de vie, mais aussi de savoir-faire, aussi de disponibilité d'une ingénierie entre les deux îles. On va reparler de tout ça. Ce qui fait qu'on se rencontre, qu'on s'est rencontré, qu'on a déjà échangé, qu'on se parle là devant un micro aujourd'hui, c'est Chido. Peut-être que tu pourrais nous raconter toi ton Chido quelque part, avec des équipes sur place. Tu étais à La Réunion, je crois, et puis les semaines qui ont suivi. Effectivement, j'étais à La Réunion, donc on savait qu'il y avait un cyclone qui arrivait. En tout cas, on pensait que c'était une tempête, comme d'habitude. On pensait qu'elle allait être absorbée par Madagascar.
Donc, on a demandé à tout le monde, effectivement, de mettre en sécurité les chantiers. Et puis, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait cette ampleur, hein, clairement. Et puis, au fur et à mesure du samedi, en fait, on a commencé à recevoir des nouvelles, le samedi 14. Euh, et au fur et à mesure des communications qu'on avait, on a réalisé, euh, on a commencé à réaliser ce qui se passait. Euh, Jusqu'à vraiment presque une nuit blanche, en fait, on vraiment se rendant compte que l'ampleur est dépassée largement ce qu'on imaginait, mais de loin. Et donc, du coup, le dimanche, on s'est retrouvé tout de suite à l'agence pour voir ce qu'on pouvait faire. Donc, on a commencé à organiser, prendre des nouvelles des équipes, évidemment. On n'avait pas des nouvelles de tout le monde. Puis tout de suite, essayer d'organiser l'envoi d'une malle de secours et se mettre en ordre, en fait, pour voir ce qu'on pouvait faire, tout en essayant d'avoir des nouvelles de nos équipes sur place et de nos partenaires. Donc, ça a été une semaine un peu étrange où on s'est retrouvé un petit peu courroie de transmission entre des bonnes volontés et des initiatives d'Hexagone et Mayotte, hein, parce que comme on a le pied dans les deux îles, on était un peu cette courroie de transmission, euh, avec en particulier, en dehors des questions logistiques et d'aide de nos équipes, hein, un travail aussi fait avec l'Ordre des architectes et la Fondation des architectes de l'urgence pour envoyer des équipes sur place. Et donc, à J+8, moi, j'ai pu aller dans un avion affrété aussi pour la sécurité civile. Et donc là, je suis arrivé avec, on était cinq personnes là pour le compte de la Fondation d'architectes de l'urgence pour arriver et faire une première mission d'urgence. J+8, c'est le moment où on commence à non pas avoir des communications faciles sur l'île, mais en tout cas à avoir des nouvelles d'à peu près tout le monde. Et encore, hein, pas toujours. Il y a une forme de normalisation du côté de l'information. On commence à circuler, ce qui évidemment fluidifie les choses. Pour autant, la situation matérielle, pratique, hein, sur place est encore très, très, très agitée, très complexe. C'est quoi l'état des lieux? C'est quoi l'état d'esprit aussi quand tu arrives sur l'île et que tu retrouves... tu le disais, hein, ces équipes, à la fois les équipes de l'agence, mais aussi un certain nombre de partenaires avec lesquels vous menez des projets. Comment sont les gens quand tu y arrives? Ben, ça dépendait vraiment de qui. C'était très étrange, hein. L'atterrissage, on savait qu'on atterrissait, mais on savait pas vraiment qu'on allait repartir, pourquoi, comment. Donc on a retrouvé tout de suite Camille, hein, qui est sur Petite Terre. Donc on a passé la première nuit à Petite Terre, qui est déjà, je dirais, un premier sas par rapport à toute la situation. Donc avec Camille qui avait gardé aussi son toit pendant le cyclone, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment aussi, on l'a vu un petit peu plus tard, des expériences, un vécu totalement différent si son toit s'était envolé ou au contraire était resté. Et chacun a vécu Shido de manière complètement différente en fonction de l'état de son habitat. Ça n'a pas du tout été la même chose, hein. Et puis c'est important, nous on a réagi plus suite. Alors il y a comment on a vécu Shido, est-ce qu'on a été en danger, est-ce qu'on est arrivé après, est-ce qu'on est parti. Il y a toute une espèce pas de classification, mais je dirais chacun se retrouve un petit peu dans une case finalement sur son vécu de Shido. Il y a les J+15, il y a les J+30, il y a les J+0, voilà. Il y a ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là. Exactement. Ceux qui sont restés en vacances et qui ne sont pas revenus, ceux qui, au contraire, n'ont pas quitté l'île parce qu'il y a eu Shido. En effet, hein, sur place, on a des formes de catégorisation de tri comme ça, et aussi des formes de complexes, hein, de ne pas avoir été là à ce moment-là. C'est très fort, hein, pour ceux qui habitent l'île. Ouais. Et qui redistribue les cartes aussi des rapports et des relations humaines, parce que les relations humaines sont extrêmement fortes. Et déjà, à ce moment-là, pour répondre à la question, avec le sentiment que les rapports humains sont faits quasiment sans filtre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de barrières qui sont tombées, avec à la fois une force, je dirais, assez incroyable des rapports humains et aussi une complexité à gérer ces rapports humains, puisque justement, il y a peut-être beaucoup moins de filtres. Donc, l'idée, c'était de retrouver un petit peu les équipes une par une, avec un premier choc aussi, mais qui était celui des destructions des bâtiments. Mais on avait vu des images, on était presque préparé en fait à ça, mais avec un gros choc
quand je sais que la première fois où on a traversé l'île et qu'on a vu en fait la géographie de l'île complètement dévastée vers Vaïbé, où il n'y avait plus d'arbres, avec une sensation en fait de paysage post-nucléaire. Ça, je m'attendais pas du tout en fait à ce paysage, un bouleversement complet de la vision de l'île. Et voilà, ça a été vraiment un premier choc quand on a fait le tour de l'île. Le travail s'engage, hein, notamment avec la Fondation Architectes de l'Urgence, mais pas seulement. Il était déjà engagé hein, par un certain nombre de professionnels qui sont mobilisés très tôt via des boucles WhatsApp pour travailler sur les premières urgences. À quoi ça sert un archi là dans les premiers jours c'est quoi les chantiers là? Alors, on est arrivé effectivement, et ça c'est vraiment important de le noter, avec déjà une mobilisation qui avait été faite par les architectes à la DRU de Mamoudzou, en fait, une cellule qui s'était formée, qui s'était déjà lancée sur les diagnostics et l'état des lieux des écoles de Mamoudzou, avec une énergie incroyable et une compétence aussi de cette cellule qui avait vraiment lancé un travail et je dirais regrouper les architectes. Et nous, on arrive là-dessus, en fait, un moment qui était un peu un moment de transition au moment de Noël, où il y a eu cette première énergie. Et je parlais aussi de complexité, de rapport et tout. On arrivait aussi dans les gens qui sont superposés, en fait, à une énergie qui était déjà sur place. Donc c'était assez délicat. On a essayé d'arriver sur la pointe des pieds, voir quelle était notre place, en quoi on pouvait aider sans, je dirais, marcher sur les pieds des autres. Hein, ça, c'était important. Donc, la question était plutôt de savoir où étaient les creux pour pouvoir intervenir. Et assez rapidement, ça a été de faire en fait l'état des lieux de l'état des classes, en fait, de l'élémentaire, et en profiter également pour faire un état des lieux des bâtiments publics, en particulier de la partie nord de Mayotte, hein, sachant qu'il y avait déjà eu un peu une répartition entre les CAUE qui s'occupaient du sud et du coup la DEAL qui devait s'occuper du nord. Donc il y a eu cet espace qui a été qui s'est ouvert en disant tiens, on peut être utile, on peut commencer à se poser la question, faire un état des lieux, ce qui n'était pas encore le cas concrètement pour savoir combien de classes étaient encore utilisables, combien de classes pouvaient être par des menus travaux mis en service, parce que à ce moment-là, la priorité était de penser à la rentrée des cours pour le 13 janvier. Oui, le retour à la normale, hein, qui est symbolisé par la rentrée. Rentrée qui a été retardée, qui a eu lieu, mais qui a lieu dans des conditions très différentes là aujourd'hui en fonction des communes, en fonction tout simplement de la disponibilité des classes qui ont été plus ou moins endommagées, hein, mais aussi de la capacité à libérer les classes qui ont été utilisées comme hébergement d'urgence, avec cette tension hein, entre le besoin d'amener de l'hébergement, un lieu refuge, et en même temps le besoin de retrouver une activité normale avec le départ en cours des enfants. Ce travail-là de diagnostic, on en a parlé avec d'autres acteurs qui ont été impliqués. C'est aussi une énergie forte, hein, tu le disais. C'est aussi des formes de prise d'initiative. On a eu les retours, les témoignages, alors pas de gens de ton agence, hein, mais de jeunes professionnels, pour le coup, qui ont été à la fois seuls et dans l'action, alors que d'habitude ils sont pilotés et dans des projets. Là, c'est des prises d'initiative avec des formes de bouleversement des rôles et de réaliser aussi une capacité à faire, une capacité à prendre l'initiative, l'impression d'avoir rencontré un certain nombre de gens qui ont vécu un choc, mais qui ont grandi aussi, notamment dans l'action post-cyclone. Question un peu compliquée, mais qu'est-ce que tu as ressenti toi de ça en arrivant? Qu'est-ce que tu ressens encore aujourd'hui? On est à près de 2 mois, on doit être à J+60 aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ressens de ça? Je ressens que cette énergie, il faut la conserver.
il faut la conserver parce il y a eu une relation transagence qui s'est justement tissée sans les patrons avec leurs égos, avec leur manière de C'est voir. rare dans le monde de l'architecture d'avoir des patrons Ben oui, qui... justement, il y a quelque chose de transversal et je pense que justement, c'est un biais pour arriver à communiquer entre nous, parce que sans forcément savoir qui a la meilleure solution, je pense que c'est quelque chose c'est vraiment de l'or, et j'espère que ça va continuer, et je pense que c'est très bien que ça soit aussi vécu par une nouvelle génération qui est sur place, qui l'a connu, et je pense que le partage peut se faire aussi par ce biais. Et après, je pense que de toute façon, la vérité, une part de la vérité est sur le fait d'être sur place. Il faut être sur place. La présence sur place est très, très importante. Il faut toujours se reconnecter au territoire parce que ça avance de semaine en semaine. Et, euh, et moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience encore plus de la nécessité pour moi qui suis à La Réunion, de venir plus souvent et de m'appuyer encore plus et de donner encore plus, je dirais, de marge de manœuvre des possibilités de s'exprimer et d'agir et de penser et de réfléchir et d'alimenter aux équipes qui sont sur place. C'est important. On va voir ce qu'on arrive à en tirer de tout ça, puisqu'on on a aussi un vrai sujet d'attractivité, à la fois faire venir sur l'île, mais aussi faire rester des professionnels. Et quelque part, se dire aussi que c'est un territoire singulier, difficile à vivre au quotidien, par bien des égards. J'ai pu constater combien tout ça s'était complexifié, y compris avant le cyclone. C'était pas une découverte, mais le constater de façon concrète. Peut-être avant de venir à ça, est-ce qu'on peut parler là de ton récent voyage à Mayotte, donc tu es retourné récemment, et ton constat, on en est où aujourd'hui? On a passé l'essentiel du moment critique. Pour autant, la crise est évidemment pas réglée. De toute façon, elle précédait le cyclone. Aujourd'hui, on en est où sur les projets, les chantiers, les équipes? C'est quoi ton constat? Tu as évoqué une première chose, hein, c'est que tu as évoqué un peu la question du temps. Ça, c'est quelque chose qui est apparu dès les premiers jours, en fait. Les différents temps. Soit sur ce qu'on a vécu, soit les retours d'expérience aussi qu'on est allé chercher très rapidement sur les postes Irma à Saint-Martin, qui nous a aidé aussi à prendre conscience, en fait, de ces différentes étapes. L'étape d'urgence. Tu demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'on pouvait faire en tant qu'architecte, alors que quand on est arrivé, la première question était une question simplement d'électricité, d'eau, de vivre, de santé. Donc, que fait-on en tant qu'architecte à ce moment-là? Ça, c'était la question d'urgence avec aussi un choix que nous, on avait fait, c'était de se dire, quoi qu'il arrive, on se positionne sur notre cœur de métier. C'est-à-dire on va essayer de répondre en tant qu'architecte, même si c'est avec une vision élargie. Mais pas en tant que secouriste, pas en tant que notre métier qui ne nous concerne pas. Maintenant, où on en est, mais quand on regarde de manière un peu rapide, j'ai presque l'impression qu'on en est au même point. Sauf qu'il y a, en termes de projet, en fait, les choses avancent, les idées ont fusé, les partages ont été, les visions, on a organisé pas mal de visios, pas mal de rencontres, beaucoup de discussions. Et ben finalement, on a passé le temps de l'urgence, mais on est un peu dans une période un petit peu intermédiaire entre ce temps de l'urgence où le provisoire est à peu près stabilisé, euh, mais ça reste du provisoire, et le temps de la reconstruction n'est toujours pas venu. Donc on a un peu dans cette attente de savoir ce qui va se passer, ce qui va concrètement se passer dans cette deuxième étape, sachant que chacun arrive avec peut-être ses solutions, ses idées, mais concrètement, pour l'instant, cette deuxième étape n'est pas engagée. Et Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de rester coincé dans cette étape entre l'urgence et la reconstruction, et quelque part à s'accoutumer à ce provisoire, à finalement cette vie en mode dégradé, comme
comme il y a eu il y a 2-3 ans des ruptures d'approvisionnement en eau, hein, ce qui était nouveau, une période critique, et puis finalement, c'est instituer des tours d'eau qui fait que à la fois on n'a pas de l'eau tous les jours au robinet, qu'elle est à peu près jamais potable, et que le quotidien est marqué par la recherche de packs d'eau dans les supermarchés. Quelque part, à presque considérer que ça fait partie d'une vie normale. Oui, c'est le grand mot qu'on sort un petit peu à toutes les sauces depuis le début, celui de la résilience. On dit, tiens, mais finalement, Mayotte est résilient. Sauf que je pense qu'à un moment, on va atteindre des limites. Et malgré tout, là, Chido a rajouté une dose de difficulté, de complexité. Et donc, à un moment, moi, je pense qu'on ne peut pas s'habituer à cette situation intermédiaire parce que ça ne tiendra pas, moi, je pense. Les gens ont besoin d'action, ils ont besoin de concret. Il faut faire les choses. C'était déjà le cas avant, ça l'est encore plus maintenant. Et malgré tout, il y a quand même cette dose d'espoir de dire il faut que ça permette de changer les choses parce qu'il y a des milliers de choses à faire et des défis absolument incroyables à mener, des moyens d'agir sur ce territoire qui sont extrêmement forts, chacun à notre petite échelle. Euh, et donc justement, il y a aussi cette possibilité vraiment de faire quelque chose. Il faut vraiment s'en saisir. Non, il faut pas accepter le fait que ça soit du provisoire qui dure. Et ça ne pourra pas, de toute manière, moi j'ai l'impression. Alors, souhaitons-le en tout cas. Peut-être justement sur le passage à l'action, et peut-être pour rebondir un peu sur la posture que vous avez pris, hein, et, avec beaucoup de sens, au moment de l'urgence, c'est-à-dire être un architecte dans l'urgence, hein, mais rester, quoi qu'il en soit, un architecte, qui t'a évidemment exercé de façon extrêmement différente, mais rester qui on est et continuer d'avoir un apport particulier là-dessus. Et de toute manière, il y a un besoin d'architecture dans ces moments-là. Qu'est-ce que c'est, toi, ton regard à la fois comme architecte, mais aussi comme architecte qui a un pied des deux côtés, enfin qui est réunionnais, qui est basé à La Réunion, mais qui travaille de façon quotidienne. On l'a pas dit, hein, mais sur des projets d'ampleur, avec des équipes stabilisées sur place, etc., etc. On aura une visite avec Ramin, de l'équipe de co-architectes sur le chantier du lycée de Longoni, hein, donc et on verra, hein, combien ces projets sont. Alors, ils sont importants en soi et complexes à mener, et très imbriqués, très intriqués, hein, dans ce qu'est l'île de Mayotte. C'est quoi ton regard sur ce qu'il faut faire en tant qu'architecte qui fait le pont entre ces deux îles-là? Qu'est-ce qui te semble pouvoir être les voies à ouvrir justement pour participer à cette reconstruction? Alors, je ne sais pas si c'est le fait de faire le pont. Peut-être le pont, on le fera peut-être sur d'autres questions, sur la question des risques, sur la question des cyclones, sur les choses que l'on a en commun. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre mutuellement, à la fois en tant que professionnel et en tant aussi que formateur. Voilà, ça c'est un autre volet qu'on ouvrira tout à l'heure. Là, ce que je me dis, c'est que, en tout cas, on va rester peut-être, nous, je pense, sur un peu la ligne qu'on s'était un petit peu fixé déjà sur Mayotte. Nous, notre agence, on n'est pas très à l'aise avec la question du logement sur Mayotte, parce que ça relève de questions qui sont aussi éminemment politiques, qui demandent une connaissance très forte en particulier des bidonvilles et des bangas, et que nous, on n'a pas, en fait. Et nous, on s'est clairement positionné peut-être sur la question de l'éducation. C'est quelque chose, c'est un levier sur lequel on s'est dit de très, très tôt, on peut agir, c'est un moyen d'agir. On sait que l'éducation est travaillée sur la réalisation d'établissements scolaires, que ce soit primaire ou secondaire, est un levier qu'on peut activer sur Mayotte, sur le développement de Mayotte. J'allais dire presque, ça peut pas faire de mal, et on est sûr que ça fera du bien. Et on va continuer un petit peu dans cette lignée-là.
Et donc, essayer de travailler en particulier sur les classes, sur la reconstruction des classes et sur des méthodologies pour reconstruire non pas des salles de classe en urgence, mais reconstruire des salles de classe dans des délais très courts qui puissent après aussi durer et retrouver en fait aussi des questions qu'on pratique habituellement, qui sont celles du bioclimatisme et de la qualité environnementale, qui sont celles des matériaux de l'emploi local. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mener en parallèle aussi des questions du patrimoine. Les patrimoines de ces architectures des années 80-90 qui ont été réalisées en BTC et qui a été mise à mal par Shido et qui résonne un petit peu aussi avec la nécessité pour Mayotte de ne pas effacer sa culture et son histoire et de toujours s'ancrer un petit peu dans ce qu'elle a vécu parce que c'est une société qui va vite où la question du progrès a déferlé de manière extrêmement rapide, encore plus rapide qu'à La Réunion, parce que Mayotte est département depuis 2011, alors que La Réunion, c'est l'après-guerre, en fait, c'est juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un temps complètement différent. Et on se rend compte qu'on a un rôle aussi dans cet affermissement et dans cette prise de conscience de cette culture pour pas que Mayotte se construise sur du sable, en fait, et s'ancre. Et donc, on continue dans ces sujets-là et dans le développement endémique qui rejoint aussi des questions économiques et environnementales sur les matériaux. Là, on parle de BTC, de blocs en terre compressée ou de bambou ou d'autres matériaux qu'on peut développer sur place. Et tu ouvrais la porte là justement d'une autre vision de formateur dans bien cette question des compétences, des savoir-faire, un peu à tous les niveaux, qui sont aussi questionnés par le choc. Shido a quand même interrogé la profession l'ensemble des professions autour de l'acte de construire, sur ce qui a tenu, ce qui n'a pas tenu, pourquoi. Et on le voit en tout cas dans la réflexion des professionnels qui sont sur place ou qui sont intervenus dans les diagnostics. L'idée que oui, il y a des problèmes de savoir-faire, mais que le problème ne s'arrête pas du tout à la mise en œuvre et qui vient questionner de la conception initiale jusqu'au contrôle des travaux exécutés. En quoi cette question de la formation et ta pratique de formateur peut résonner pour le futur de Mayotte et notamment dans cette idée de lien avec la Réunion? Le 1er mars 2025, l'école d'architecture de La Réunion sera autonome, va devenir la 21e école de France. Et l'école accueille déjà souvent des étudiants mahorais qui viennent de Mayotte ou alors des étudiants qui sortent de l'école et qui après vont travailler à Mayotte. Encore une fois, peut-être par une proximité géographique, un peu, mais aussi parce qu'on partage des sujets qui sont évidemment le sujet de l'insularité, qui sont le sujet des risques, que ce soit cyclonique ou sismique. Et on va ajouter tout type de risque comme de submersion. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Puis on partage effectivement, donc du coup, il y a la question de la tropicalité. Même si à La Réunion, on est à 21 degrés sud, Mayotte, c'est à 12 degrés sud, cette question-là est abordée dans l'enseignement de l'école d'architecture, puisque c'est justement à la base sur la question de côté environnemental. Donc, on compte développer justement ce partenariat avec Mayotte. Et là, je prends ma casquette de maître de conférence de l'école d'architecture. Plusieurs plans. Le premier, c'est comme on est une nouvelle école, on a pour l'instant un domaine d'études qui est sur le bioclimatisme tropical, et on va ouvrir un deuxième domaine d'études prochainement qui va aborder la question du territoire et comprendre aussi la notion des risques. Et cette question des risques va être encore plus développée que ce que l'on avait prévu, à la fois des risques naturels et technologiques,
et de la gestion de crise, parce que finalement, c'est un sujet qui est de plus en plus important. Pour l'instant, effectivement, concentré sur les tropiques, on a des climats rigoureux et difficiles, mais qui s'étend, on le voit aussi, en hexagone. Et donc, c'est un peu ce côté tête chercheuse aussi de l'école qui préfigure, que ce soit sur les questions de climat thermique ou sur la question des risques, ce qui va arriver en métropole. Donc ça, ce travail-là, on va le développer encore plus parce qu'on forme des architectes qui vont travailler sur les deux îles et qui vont également retourner, pour certains, puisqu'il y a quasiment la moitié des gens qui viennent de métropole justement pour se former à la question du bioclimatisme et des risques, euh, vont venir redonner ce savoir-faire également en hexagone. Donc il y a ce travail vraiment sur justement le fond. Il y a un adossement au CAUE qui va être fait de Mayotte pour pouvoir répondre aux demandes et aux besoins, parce que eux vont piloter la reconstruction des particuliers, en fait, vont piloter et aider à la reconstruction des particuliers. Donc, on va pouvoir aussi euh, leur faire profiter un petit peu d'une force de travail avec les étudiants. Et il y a tous les 6 mois la réalisation d'un séminaire. Le premier, c'est demain. Des acteurs justement de Chido. Demain, il y a par exemple Dominique Tessier du CAUE, Stéphane Aimé qui est architecte, Caroline Naouri des Fondations des architectes de l'urgence, Thibaut Fung qui est un ancien étudiant qui a travaillé sur le bambou là-bas, et Grégory Mercier qui est charpentier. Donc on va faire découvrir aux étudiants, faire partager avec les étudiants, excusez-moi, le vécu de chacun de Chido, et après les réponses en tant que professionnels pour leur faire suivre au fur et à mesure les étapes de la reconstruction. Et puis pour finir, finalement, il y a des sujets de studio, mais qui sont quasiment anecdotiques par rapport en fait à cette vision à long terme qu'on essaie d'avoir, parce qu'il faut qu'il y ait une montée en compétences et de toute façon, je pense qu'on a tous été questionnés dans notre pratique. Et ce qui arrive à Mayotte arrivera aussi à La Réunion. On est dans les mêmes questions et arrivera un jour également aussi en Europe continentale. Donc, ces questions qui se posent là, elles préfigurent pas mal de choses et on doit s'y atteler. C'est ce qu'on fait en formant aussi les jeunes architectes et les futurs professionnels, et les professionnels aussi, puisqu'il y aura la formation continue, et on profite vraiment de cette lame de fond pour monter vraiment en compétences. Écoute, c'est fondamental et apprendre de Mayotte, hein, apprendre du choc, apprendre de Chido, apprendre ensemble et partager ces apprentissages-là. Amener aussi des savoir-faire, hein, on le voit, des professionnels. Il y a un déficit critique et c'est d'ailleurs sans doute en tout cas moi. Mon sujet d'inquiétude finalement, hein, c'est moins la capacité de l'île à réussir sa reconstruction que notre capacité collective à mobiliser les femmes et les hommes nécessaires à celle-ci, même si ce terme de reconstruction est ambigu. La situation d'avant est pas celle qu'on souhaite. Hein. On cherche évidemment à faire évoluer très largement tout ça. J'ai pu le voir, hein, on a des professionnels engagés, ils l'ont démontré, mobilisés à bien des égards, épuisés aussi, hein, épuisés par le choc, mais épuisés aussi par les tours d'eau, par les tensions, etc., etc. Cette proximité, en tout cas culturelle de l'île, de la Réunion aussi, enfin cet échange-là semble aussi important, hein, pour avoir un flux de professionnels qui viennent à Mayotte, qui est sans doute un terrain, aussi un terrain d'exercice, un terrain d'apprentissage absolument passionnant. Hein. Est-ce que tu as quelques mots là-dessus pour conclure sur ce qui peut, voilà, ce qui fait que ce territoire est à la fois singulier, passionnant et peut permettre, et les conditions qui peuvent permettre de mobiliser des professionnels? Justement, tu parles effectivement de difficultés et d'épuisement. Je touche du bois. Nous, on a des équipes qui sont assez stables parce que justement, les défis et les sujets qu'on peut traiter sont incroyables. Et il y a à côté de ces difficultés une énergie qu'on a du mal à retrouver ailleurs, clairement, parce qu'il y a
avec quelques personnes avec quelques pilotes en fait dans l'avion, on arrivera réellement à aller assez loin. Nous déjà, on avait des équipes assez stables parce qu'on traite de sujets qu'on a peut-être du mal à traiter ailleurs. Parce qu'on fait du participatif, parce que on travaille sur les matériaux. Là, on a un défi extraordinaire qui est celui de la reconstruction. Et on n'est vraiment pas dans une dilution de ce qu'on fait. C'est rare d'arriver à, à sentir finalement les bénéfices directs sur un territoire de notre métier. Et ça, c'est vraiment lié aussi à l'insularité, qui est encore renforcée par ce qu'on fait maintenant. Mais en tout cas, moi, je sais que j'adore faire des médiathèques, j'adore faire des projets, je dirais, je sais pas, valorisants, agréables, tout ce qu'on veut. J'ai juste l'impression de me sentir utile depuis 2013 que je travaille sur Mayotte. C'est un degré un peu différent, totalement même différent d'utilité et de rapport à mon métier et de rapport à ce que je fais, en fait. Et j'ai vraiment l'impression sur Mayotte et nos équipes aussi de faire des choses essentielles, importantes, qui ont du sens. Et je crois que ça, c'est quand même un moteur qui est quand même extrêmement fort. Et c'est pour ça que je pense qu'on va pouvoir continuer à, à recruter, à amener du monde sur place, parce que je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont en recherche de ce sens-là. Et je crois que individuellement et collectivement, on peut l'atteindre à Mayotte, avec un besoin qui est immense et des défis qui le sont tout autant. Nicolas, je pense que c'est une très très belle conclusion. Merci beaucoup Nicolas pour cet engagement que tu partages aussi. C'est un bien grand mot qui est utilisé souvent, mais qui prend un sens très concret quand on est sur l'île. Nicolas Peyrebonne, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Sylvain, à bientôt.